Salut tout le monde, c'est MB et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler avec Marwan du sujet de l'hypercroissance. Donc, Marwan, je te laisse te présenter. Bonjour Mickaël, déjà je te remercie énormément de m'avoir invité sur ta chaîne. Je suis ravi aujourd'hui de pouvoir intervenir sur ce sujet qui me passionne, l'hypercroissance, et notamment des entreprises SaaS. Donc voilà, je suis Marwan Rachem, je suis cofondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle Bisteam, qui accompagne des entreprises d'ailleurs qui connaissent des situations de croissance et d'hypercroissance. En gros, les entreprises qui ont un product market fit, ça avance super bien, ça va même trop vite et ils ont besoin d'une intervention pour éteindre le feu tellement il y a de choses à faire et ça part dans tous les sens. Ok, Voilà. ok. C'est très bien. Alors là, on va prendre l'exemple avec un développeur. Tu sais, lorsqu'on développe notre propre SaaS, on n'a pas forcément des notions en vente, en marketing. Mais là, alors, un développeur qui fait de l'hypercroissance, comment il devrait gérer exactement son hypercroissance? D'accord. Le maître mot, et c'est un maître mot, je pense, qui est valable dans plein de domaines, c'est l'anticipation. C'est-à-dire, la première chose, moi, que je dirais à un développeur, c'est que le développeur, lui, il a pour particularité d'être focalisé sur son produit. Voilà. Il va être focalisé sur son produit, il va passer des heures, des semaines, des mois sur son produit. Il pourra passer parfois une nuit entière à fignoler un petit détail pour que son C'est ça. produit soit parfait. Un peu ça ou pas? C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est très bien parce que c'est souvent comme ça qu'il va arriver à quelque chose de qualité. Et par contre, là où il peut rencontrer des difficultés, c'est sur mon business, comment je le pense dans le futur s'il réussit. Et ça, ce temps-là, il va rarement le prendre, sauf lorsqu'il s'agit de développeurs qui sortent aussi d'un cursus d'école de commerce. Ils vont avoir cette fibre à penser anticipation sur la structure du business. Donc, ce que je veux dire par là, la première chose, c'est déjà d'anticiper en se disant ce que je suis en train de faire sera, je le souhaite, j'ai l'intention qu'il va être amené à exploser. Donc, si je veux qu'il explose, je dois penser déjà maintenant process, tout ce que je fais, je veux que ça soit sous forme de process et qu'il y ait des rôles clairs entre tous ceux qui ont commencé à développer ce logiciel SaaS. Si dès le début, on n'anticipe pas en mettant à plat l'organisation, si le logiciel explose, on va forcément être débordé. Maître mot, première chose, anticipation. OK. Là, si on prend le cas avec une SaaS qui a été faite par un développeur, mais qui a de l'hypercroissance du jour au lendemain, mais qu'elle n'a pas anticipé, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Là, voilà, elle a vu que du jour au lendemain, je ne sais pas, il y a eu une publicité sur cette SaaS, il n'était pas au courant. Hop, hypercroissance, comment il fait pour anticiper ça? Du coup, il va devoir là agir en mode pompier. Il n'y aura pas le choix que pendant une période, il va devoir fournir un effort, un sur-effort, un effort supplémentaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il va devoir consacrer du temps en plus dans ses journées pour organiser ce flux. Ce flux, ce qu'il ne doit surtout pas faire, c'est rester concentré sur répondre à cette demande. Lui, le risque, c'est qu'il s'enferme là-dedans. D'un coup, il a une explosion des ventes, des abonnés, des gens qui suivent et qui gèrent que les clients. Voilà, il va se dire, ah ouais, vite, il faut que je règle ça. Ah, lui, il faut régler ça. Là, il faut mettre en place ça. Il faut que là, il prenne du recul, donc qu'il prenne au moins 1 heure à 2 heures par jour pour, si je peux lui donner des outils simples, hein, de prendre soit une feuille blanche ou un outil tel que Figma Mhm. pour modéliser maintenant l'organisation de son business. Il va devoir modéliser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il vend, à qui il le vend, combien il le vend,
qui sont les intervenants, il va devoir lister tout ça, hein, qui sont les intervenants directs dans son business, qui sont les intervenants externes et qui fait quoi. Donc là, il va devoir prendre plusieurs jours pour rassembler toutes ces informations et ensuite le modéliser. Dire, bon, tel intervenant agit sur tel sujet et il est en relation avec telle personne. Et petit à petit, il va commencer à construire le circuit de son business. Et ce travail-là de fond, au début, on peut se dire, mais à quoi il sert? Ce travail de fond va permettre aux développeurs d'avoir de la clarté maintenant sur ce qu'il fait là où il y a une forte valeur ajoutée et sur ce qu'il fait là où il y a un manque en termes de compétences. Parce qu'elle est là la difficulté d'une hypercroissance subite, c'est que d'un coup, on a besoin d'autres compétences. Ah, Ou des justement, compétences. Vas-y. justement, là, on a besoin d'autres compétences. Là, comment ça se passe? On va prendre l'exemple, voilà, on n'était que 2, 3 dans la SaaS au début. Hop, hypercroissance. Est-ce qu'on doit passer sur une équipe hybride parce qu'on n'a pas le temps de former des personnes pour les indiquer comment ça va se passer? On prend directement des prestataires qui savent exactement leur tâche à faire. Comment ça se passe? Il faut qu'on fasse une équipe hybride tout de suite. Comment on fait pour former des collaborateurs en hypercroissance? Comment ça se passe exactement ça? Tout dépend de la situation actuelle du développeur. Il n'y a pas de réponse toute faite. Ce serait dangereux même que je m'avance à donner une réponse toute faite. Parce qu'il y a plein de variables. Imaginons que toi, déjà dans ta situation, là où voilà, tu es le développeur qui a créé le logiciel SaaS qui explose. Mais tu as un entourage déjà de développeurs, de personnes qui s'y connaissent en marketing, en communication. Et ils étaient dans ton entourage, ils ne travaillaient pas directement pour toi. Bah là, tu aurais tout intérêt à aller les chercher, à aller voir si ils peuvent travailler avec toi parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils connaissent ton produit, tu gagnerais du temps. Maintenant, il y a d'autres développeurs qui ont lancé quelque chose tout seuls dans leur coin et ils n'ont aucune connaissance dans leur entourage, aucune compétence, pardon, dans leur entourage. Donc là, ils auraient peut-être un intérêt à aller chercher une compétence extérieure sur des plateformes type Upwork. Mais là, c'est pareil, il va falloir clarifier les choses. J'ai besoin de quelqu'un dans l'absolu, de manière non limitée dans le temps, ou j'ai besoin de quelqu'un sur une mission précise. Donc, si je peux OK. donner de la clarté, si tu as besoin de quelqu'un sur une mission précise, donc qui doit par exemple développer un module sur un langage que tu ne maîtrises pas, là tu vas commencer à construire une équipe hybride. Tu vas chercher une compétence, tu vas la cadrer sur une mission, et une fois qu'elle a fini, merci, voilà, c'est terminé. Par contre, si tu sens que dans ton business, tu as besoin d'une compétence à long terme, donc imaginons que dans ton business, tu as une partie gestion de base de données importante. Tu vas chercher une compétence qui va gérer cette base de données, mais tu ne la veux pas qu'elle soit ponctuelle parce que un élément du puzzle sensible. Tu veux quelqu'un de confiance et dans le long terme. Là, tu vas chercher un partenaire qui va rester à travailler avec toi dans ton entreprise. Donc, il y a une notion de temporalité. Est-ce que la personne, je la veux temporairement, ou est-ce que je veux qu'elle reste dans mon équipe? Et en fonction de ça, c'est là que tu vas soit l'intégrer directement dans ton équipe, soit qu'elle soit un prestataire. D'accord. Et donc, voilà, là, on a vu le fait que, hop, on a de l'hypercroissance. Là, il faut qu'on réagisse rapidement, mais qu'il faut qu'on garde le calme parce qu'il faut qu'on étudie au moins 1 heure ou 2 heures par jour pour pouvoir voir et comprendre ce qui se passe actuellement. Une fois qu'on a de l'hypercroissance, on peut se dire, OK, on a atteint un certain palier. Une fois qu'elle est stable, donc où voilà, on commence à avoir, on va prendre l'exemple de 100 000 euros par mois à chaque fois, qu'est-ce qu'on devrait faire avec cet argent-là? Est-ce qu'on devrait faire en sorte d'améliorer notre équipe ou améliorer le produit en premier, par exemple? Là où, c'est une question assez délicate, mais là où, par exemple, on commence à faire 100 000 euros par mois, comme on reprend le cas avec les 3 employés du début, on se dit, soit on le réinvestit et on essaye de taper une hyper croissance encore plus haute,
soit on fait en sorte d'améliorer l'équipe pour qu'on puisse gagner du temps en productivité et en fonctionnalité aussi. Je dirais qu'en fait, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Dans tous les cas, les deux. OK. Déjà, si tu n'as pas décidé d'aller brûler cet argent pour aller voyager et t'acheter un X5 BMW, c'est que tu as compris pas mal de choses. C'est ça. Déjà, tu te poses de bonnes questions. Si tu commences à te dire, ouais, est-ce que je les réinvestis dans mon business, dans mon produit ou dans mon équipe, c'est déjà que tu as compris qu'il faut les réinvestir et j'ai envie de te dire bravo. Et que dans tous les cas, si tu les réinvestis déjà, tu vas progresser. Mais autrement, ça va être une question de ratio en fait. Dans tous les cas, il faudra réinvestir dans les deux, dans l'équipe et dans le produit. Les deux sont liés de toute manière. Mais après, l'endroit où tu es, selon les besoins qui se profilent dans ta situation, dans la situation de celui qui connaît de l'hypercroissance, il va devoir allouer, voilà, je ne sais pas, peut-être 30% sur le produit, 70% sur l'équipe, 50-50, ça dépend. Mais je dirais que si le produit, il se vend, c'est que pour l'instant, la priorité, elle ne va pas être sur le produit. Elle va être de travailler sur l'équipe, sur les process, sur l'organisation. Pourquoi? Parce que il va falloir garder un avantage concurrentiel. Et pour garder cet avantage concurrentiel, une fois que le produit existe, une fois que le produit se vend, il va falloir augmenter un maximum cette marge qu'on appelle valeur-coût. C'est-à-dire, la valeur, c'est le prix que tu vas vendre ton produit et le coût, c'est à combien il te revient. Si tu veux garder un avantage fort au niveau concurrentiel, une fois que le produit se vend bien, il faut réduire la partie coût. Voilà. Et pour réduire la partie coût, il faut travailler sur son équipe, optimiser, remettre les bonnes personnes au bon endroit, retirer des personnes si elles n'ont plus leur place. C'est quelque chose qu'il faut revoir régulièrement et redéfinir les rôles de chacun. J'ai envie de dire que voilà, dans cette situation, vraiment, allouer 20% au produit et 80% à l'équipe, à la structure. OK, on suit un peu la loi de Pareto. On va dire ça comme ça. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui se passe là, notre équipe, elle va être remaniée. Là, voilà, on les reforme, on fait en sorte de faire de la veille technologique aussi. On fait en sorte de les mettre à niveau parce que voilà, il y aura de l'hypercroissance, il y aura aussi des autres besoins qui vont être créés par rapport à d'autres personnes qui vont arriver. Et au moment où on les met à niveau, comme tu l'as dit, il y en aura quelques-uns qui n'auront plus leur place et d'autres qui devront améliorer leurs compétences. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on fait une mise à niveau de nos employés, salariés, on va dire ça comme ça, un des deux, on l'appelle comme on veut. Collaborateurs. Collaborateurs, tout simplement. Là, à ce niveau-là, à quel moment on peut se dire, dans mon entreprise, ça va bien ou ça va mal? On a fait notre tableau, on a vu qu'un tel travaille avec un collaborateur, mais si on se rend compte qu'il nous manque une personne pour pouvoir atteindre un nouveau palier de hypercroissance, comment on fait? Comment on fait pour dire, ah tiens, là, on sait qu'il manque quelqu'un, comment on fait pour déclencher cet événement qui se dit, ah, là, il manque une personne, ou là, il y a une personne en trop? Est-ce que c'est interne ou est-ce qu'on l'aura par rapport à des chiffres qui montrent que, par exemple, un suivi qui montre que voilà, mon collaborateur n'est pas assez performant? Comment on fait pour, en cas d'hypercroissance, hein, comment on fait pour se dire, ah tiens, cet employé-là a fait en sorte de mettre l'entreprise dans des bonnes conditions. Et celui-là, ce collaborateur-là, dans ce cas-là, eh ben, il n'a pas trop effectué sa tâche et c'est lui qui nous a retardé sur quelques points. Exemple, là, voilà, on a un client, on a deux clients qui nous appellent. Un client est bien accompagné, le deuxième n'est pas bien accompagné. Et malheureusement, la personne qui est mal accompagnée nous a fait perdre X euros. Comment on fait pour savoir que cette personne-là a besoin de partir maintenant parce qu'elle n'arrive pas à suivre l'hypercroissance? Et est-ce qu'il faut la virer, est-ce qu'il faut la faire partir tout de suite? Tu m'as posé beaucoup de questions en une seule fois. Oui. Alors, tu veux que je reformule déjà, ou c'est bon? non, je vais essayer de reprendre dans l'ordre.
Tu me disais déjà quand est-ce qu'on sait si il y a des problématiques, si ça vient de nos collaborateurs qui travaillent, si je résume, hein, c'est eux qui ne sont pas performants ou c'est qu'il nous manque des compétences. C'est bien ça? Oui, Donc en fait, là, il faut observer les faits. Mais avant d'observer les faits, il faut prendre du recul et c'est un lien direct avec ce que je disais tout à l'heure, l'organisation. Si tu as bien clarifié les rôles de chacun, donc qu'on a mis par écrit ce que fait chacun, et c'est ce qu'on appelle des fiches de poste. Ça paraît un langage très corporate, mais par contre, ça a son utilité. Savoir qui fait quoi pour savoir si quelque chose ne va pas, est-ce que c'est lié à la compétence de quelqu'un ou est-ce que c'est lié à l'absence de compétence? D'accord? mhm, Donc ça, tu vas le savoir comment? Tu vas identifier ce qu'on appelle des tensions. Dans une entreprise, il y a des tensions. Quand je parle de tension, je ne parle pas de tension relationnelle. Je parle de situations qui sont problématiques dans la société, dans l'entreprise. D'accord? Donc, ça veut dire, imaginons que il y a une insatisfaction client liée à une fonctionnalité du logiciel et qui est récurrente. D'accord? Si tu as des fiches, si tu sais clairement les rôles qu'ont chacun de tes collaborateurs, tu vas rapidement pouvoir lier le problème de cette fonctionnalité avec un collaborateur. Si tu ne peux pas la lier, c'est-à-dire qu'il te manque cette compétence. Donc là, dans ce cas-là, tu vas savoir que tu dois aller chercher cette compétence. D'accord? ok, Imaginons que régulièrement, le site bug. Quand tu vas dans tel endroit et il te renvoie sur tel site et c'est lié à un hack, on va dire. D'accord? Et bien là, tu te rends compte dans ton équipe que tu n'as pas de personne qui gère la sécurité. Ah, là, tu comprends qu'il te manque une compétence. Tu ne vas pas pouvoir dire à Sam, tu as bugué là-dessus, là, sur la construction du. Non, là, clairement, ce n'est pas dans son cadre à lui. D'accord? c'est ça. Ouais. Par contre, si tu vois qu'il y a des bugs, des tensions, comme je te disais, qui sont liées directement au travail fourni par un de tes collaborateurs, là, tu te tournes vers lui. Bon, on ne va pas le virer, hein. Mais là, il y a du management à faire. Et tout dépend de son profil. Donc, si c'est lié à des erreurs, si c'est lié à de la négligence, là, c'est un travail de manager qu'il va falloir mener pour savoir comment on va rectifier cet écart. Il y a un écart, quand il y a dans une entreprise, quand quelqu'un fait mal son boulot, on va parler d'écart entre la situation où on veut aller et le travail produit. D'accord? Donc là, vérifier si c'est des erreurs, si c'est de la fatigue, si c'est de la négligence, et ensuite faire un travail auprès du collaborateur, soit en termes de coaching ou en termes de formation, pour qu'il rectifie ça. Et si, après tout ce travail-là, parce que là je résume, hein, ça va très vite ce que je dis, mais si après tout le travail de management, de coaching, voire de formation auprès du collaborateur, les tensions, en tout cas son travail ne change pas, là il y a la question à se poser de la séparation. Et une règle qui peut choquer certains, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le mettre en commentaire. On n'attend pas des années pour se séparer d'un collaborateur. Quand on a respecté un certain nombre d'étapes, que moi j'enseigne en tout cas dans la partie comment on coach, comment on manage un collaborateur qui fait des erreurs, une fois qu'on a suivi les 3 étapes, si les choses ne changent pas, il faut s'en séparer. Voilà. Pas d'affect, on n'est pas dans une relation amicale là. Si les Mhm. choses n'avancent pas, on s'en sépare cordialement. Donc, c'est aussi pour ça que si, par exemple, on peut la gérer, l'hypercroissance, c'est peut-être difficile à gérer, mais si on arrive à la gérer, avoir des paliers d'hypercroissance, donc par exemple, si on atteint les 100 000 par mois, se dire, ah, on va essayer de peut-être moins faire de pub pour essayer de gérer déjà le flux qu'on a et comprendre qui est bien dans son poste actuellement et pourquoi il n'est pas bien actuellement. C'est ça? Oui, tout à fait, exactement. C'est bien résumé ce que tu as dit. Ça rejoindrait l'expression vaut reculer. C'est quoi l'expression? Reculer pour mieux sauter. Et là, Mhm. c'est bien le cas. Quand ça explose, il faut ralentir la com
pour structurer et ensuite connaître une courbe exponentielle. Il ne faut pas avoir peur de ralentir la com, le marketing pour travailler sur la structure pour qu'elle soit en capacité. Je vous raconte une histoire d'un de nos clients. Lui, une entreprise dans la tech, beaucoup de demandes, énormément de demandes, beaucoup plus que ce qu'il peut en absorber. Il est très heureux, il dit super, je vais recruter. Il recrute, il double ses effectifs. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas travaillé sur ses collaborateurs, leurs compétences, leur rôle, le rôle de chacun, l'organisation, les rituels, le suivi des indicateurs, le pilotage. Il n'a pas travaillé sur tout ça. Il a juste pensé à masse salariale pour répondre à la demande. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a explosé. Quand je vous dis que ça a explosé au niveau de travail à l'intérieur. Ça a été un vrai désordre organisationnel, des tensions, des gens qui ne se sentent pas bien, qui veulent quitter. Il y a eu des missions, il y a dû y avoir des licenciements parce qu'il y avait des gens qui abusaient. Et au final, ça a ralenti sa croissance. Et il a dû rediminuer ses effectifs. Et maintenant, il a pris la décision de se dire, maintenant, je vais travailler sur l'organisation. Et là, on l'accompagne sur cette partie-là, où maintenant, on prend ce temps de quelques mois pour travailler sur la structure. Et maintenant, on a mis en place, ça y est, l'augmentation de la masse salariale, mais une augmentation maîtrisée. Voilà. C'est exactement ça. Beaucoup de personnes cherchent l'hypercroissance, mais il faut savoir aussi la gérer et la maîtriser. OK, si elle arrive du jour au lendemain, qu'on ne peut pas la maîtriser, ça pose problème. Mais maintenant qu'on l'a, comment on fait qu'est-ce qui se passe après l'hypercroissance? Donc voilà, on a atteint un certain palier. Une fois qu'on l'a atteint, qu'est-ce qu'on doit faire tout de suite? On doit restructurer son équipe, faire en sorte de savoir vraiment qui fait quoi dans chaque tâche. OK, ça c'est très bien. Maintenant, une fois que l'hypercroissance est installée, que tout se passe bien, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place au niveau de l'équipe, au niveau des budgets? À quel moment on se dit, ah tiens, là, c'est peut-être le moment de recommencer des ads, donc des publicités. Comment on gère ça? Est-ce qu'il faut qu'on fasse un suivi? Est-ce qu'il faut qu'on fasse en sorte de se dire, chaque fin de mois, on met en place un suivi des ventes pour savoir si on est en train de rester dans une situation stable de l'hypercroissance ou si on commence à baisser. Et pourquoi en fait? Pourquoi on commence à baisser? Ce qui se passe, réponds-moi d'abord à celle-là, après je vais enchaîner sur une deuxième question. Super. Vas-y. Moi, du coup, on accompagne souvent, nous, sur la partie, dans cette situation-là, on revient d'abord à la vision de l'entreprise. On définit avec l'entreprise, c'est quoi sa vision? C'est quoi sa raison d'être? C'est quoi ses missions? C'est quoi ses valeurs? Et où elle veut arriver d'ici 1 an, 5 ans, 10 ans. Et c'est en fonction de ça qu'on va organiser l'entreprise. Parce que selon ce qu'elle s'est fixé comme objectif, elle ne sera pas structurée pareil. Donc l'entreprise, elle a tout intérêt d'abord à se poser ces questions-là sur sa raison d'être, c'est quoi ses missions et où est-ce qu'elle veut aller. Ensuite, concrètement, elle organise ses équipes. Ça veut dire quoi? Déjà, elle doit réfléchir au regard de sa vision. Il lui faut quoi comme compétences? D'accord? Elle va devoir identifier qu'est-ce qu'il lui faut comme compétences, combien de personnes il lui faut et où est-ce qu'elle va les mettre. Ensuite, il faut qu'elle définisse les rôles de manière claire et que ça soit partagé dans l'entreprise. Tout le monde doit savoir qui fait quoi. Et surtout dans ces entreprises de tech, les équipes sont éclatées, elles travaillent à distance. Donc là, il faut qu'il y ait dans le fond un travail de qui fait quoi, fiche de poste, et aussi visuellement, qu'il y a des supports visuels pour qu'on ait une clarté dans l'entreprise qui s'occupe de quoi. D'accord? Ensuite, il faut définir les canaux de communication. Comment on communique sur quel sujet? Parce que souvent, les gens, ils sont à parler. Ils parlent avec Skype, les mails, Slack, comment ça s'appelle, les trucs de Microsoft, Teams. Ils vont parler sur WhatsApp. Et là, du coup, mauvais circuit. Exactement. Et du coup, il y a beaucoup d'informations qui se perdent. Ensuite, l'équipe, une fois qu'elle est structurée, qu'on a défini les rôles, on sait qui fait quoi,
la chose la plus négligée et pourtant qui apporte des fruits à tous les grands groupes. Parce qu'aujourd'hui, on ne se cale pas assez sur les réussites des grands groupes, ceux qui existent depuis des décennies. S'ils existent depuis des décennies, c'est qu'ils ont des caractéristiques de réussite. Et une des caractéristiques, des choses qui fait qu'ils réussissent, c'est qu'ils ont des rituels managériaux. Les rituels, les gens, ils peuvent connaître ce terme sur la partie développement perso. J'ai mon rituel, le matin, je fais mes 20 minutes de sport et ainsi de suite, je mets ma lecture. Mais dans l'entreprise, c'est pareil. Il doit y avoir des rituels qui donnent un cadre aux membres de l'équipe. C'est comment ça se matérialise des rituels? Ça va être des réunions. Mais pas des réunions pour faire des réunions. Là, chaque entreprise a pensé les réunions, comment elle voudrait les vivre selon ses valeurs. Mais malgré tout, il y a des choses qu'il faut qu'ils soient communes. C'est quoi? Des horaires fixes, c'est-à-dire tous les lundis à 8h30, on prend 20 minutes pour aborder tel point. D'accord? Des réunions hebdomadaires pour les équipes, on va dire, si on prend les équipes de développement, voilà, ils peuvent travailler sur le modèle, comment on appelle ça, avec les sprints. J'ai perdu le terme. Tu peux faire un Gantt aussi. Voilà, tu peux faire un Gantt exactement, où voilà, il y a plusieurs outils en tout cas pour piloter les projets et ils peuvent faire un point hebdo. D'accord? Ensuite, il doit y avoir aussi un rituel en termes de stratégie. C'est-à-dire les cofondateurs doivent prendre un temps, pour faire le point. Ça peut être tous les mois, ça peut être tous les 2 mois, ça peut être toutes les semaines aussi, mais cette réunion, elle doit être cadrée aussi. Pareil, il faut qu'il y ait une structure précise. On aborde quel type de sujet, combien de temps, qui parle. C'est ça. Voilà. Et avoir un outil de support pour tracer ce qu'on s'est dit. Pour qu'à la réunion d'après, c'est clair, on a abordé tel sujet et on a dit qu'il y avait telle action et qu'il y avait telle personne en responsabilité dessus. Si on ne trace pas ce qu'on dit, les choses n'avancent pas. Et l'idéal, c'est de s'appuyer sur un outil informatisé pour ça. Ça peut être un simple Excel, mais ça peut être aussi un outil un peu plus élaboré comme Notion ou un outil dédié. Aussi actuellement fait ça, comme Asana aussi. Ce qui se passe, Asana. ce qui est intéressant, c'est comme tu l'as dit, c'est la communication. La communication, elle se fait sur plusieurs canaux de communication comme WhatsApp, Slack, etc. Mais c'est mieux d'avoir un seul canal pour pouvoir parler avec son équipe et s'organiser. L'exemple avec Slack, et pourquoi j'aime bien Slack, moi personnellement, c'est que tu peux connecter tes autres outils. Là, je t'ai parlé de Monday, Asana ou Notion, mais tu peux les connecter à Slack. Donc forcément, ton équipe, elle est à jour. Elle est à jour, elle est informée via des notifications que voilà, il y a une nouvelle réunion qui va se programmer dans les jours à venir. Il y a pas mal de choses qui peuvent être automatisées comme ça avec des outils. D'où l'importance d'avoir des outils. Maintenant, la question, lorsque on a de l'hypercroissance, les outils qu'on avait, comment ça se passe? Est-ce qu'on devra faire en sorte de faire une mise à jour pour pouvoir prendre un outil supérieur ou est-ce qu'on garde nos outils? Ça dépend aussi du point de vue. Par exemple, une personne qui est dans la vente a une habitude avec un outil. Mais le jour où il y a de l'hypercroissance et qu'elle ne pourra pas gérer les mêmes fonctionnalités avec cet outil-là, en tant que dirigeant de cette SaaS, de cette société, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait faire en sorte de prendre un autre outil, mais prendre le temps de former notre équipe ou utiliser cet outil-là et faire en sorte de mettre une autre personne avec lui, par exemple. Juste si tu peux repréciser la fin de ta question là, sur la personne. Directement, pour faire simple, lorsqu'on a de l'hypercroissance, est-ce qu'on doit garder nos mêmes outils ou on doit faire en sorte de prendre des outils beaucoup plus performants? C'est plus simple. Là. Tout à fait. Eh ben, écoute, ça dépend. Si l'outil, pour l'instant, il a bien été structuré, parce que c'est souvent ça, hein, les outils, ce ne sont que des outils et ils ne dégagent leur potentiel que selon la manière dont on l'utilise. Et du coup, si la personne, elle a déjà bien optimisé et elle est bien à l'aise avec ça et elle ne sent pas de limite, il n'y a pas de nécessité de changer. Par contre, si elle sent que ça la freine et qu'elle sent qu'il y a des manquements dans ce logiciel et que du coup,
le risque, c'est ça, c'est qu'au final, dans l'équipe, de moins en moins de personnes l'alimentent. Là, il faut penser à le changer. Il faut le voir comme un investissement, cet outil. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se dire, l'outil me permet d'optimiser d'être plus performant pour moi, pour mes équipes. Donc, à partir du moment où l'outil ne sert plus cet objectif, donc il ne te permet plus d'être aussi performant que tu le souhaites, oui, il faut penser à changer. Donc là, c'est comment l'équipe ressent les choses. Et c'est à discuter avec l'équipe. Parce qu'un outil, un changement d'outil est toujours vécu comme un traumatisme dans une entreprise. Donc, il y a un accompagnement au changement. On appelle ça la conduite du changement. Quand on change d'outil, il faut déjà que le besoin il soit partagé par tous et qu'on ait discuté sur quel type d'outil on voulait aller. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir un fort taux d'adhésion. Si tu changes l'outil, mais que les gens, ça les stresse et qu'ils ne l'utilisent pas, c'est de la perte de temps, c'est de la perte de productivité et c'est surtout pas ce qu'on veut au moment de l'hypercroissance. C'est ça. D'où aussi, par exemple, les rituels de l'équipe. C'est aussi le moment où il faut se dire, OK, je sais que j'ai un rituel le matin, un rituel à midi, un rituel le soir avant de quitter. Mais si je change cette habitude-là, comment on fait pour s'organiser? C'est les mêmes problèmes que l'outil. Il faut vraiment accompagner ses collaborateurs au changement. Mais il faut vraiment changer seulement au dernier recours au final. Oui, tout à fait. C'est ça. Je parle pour l'outil. Hein. C'est pas en dernier recours, c'est que changer, oui, tout à fait, au dernier moment. C'est-à-dire, pas au dernier moment, excuse-moi, mais si le besoin se fait ressentir. Mais j'ajouterais que il faut anticiper aussi. L'outil doit être anticipé. On ne commence pas avec un outil limité quand on a des aspirations de créer un logiciel à forte croissance. Si tu as pour ambition de créer un logiciel à forte croissance, mets dès les débuts les outils en place qui seront capables de gérer cette situation. OK. Donc là, par exemple, il vaut mieux se diriger vers un système d'emailing qui est capable de prendre de l'hypercroissance que se fermer avec Exactement. C'est un ça. On ne va pas prendre un Mailchimp avec une dette limitée à, je ne sais pas moi, 3000 2000. contacts. Ouais, 3000, 2000, ouais, c'est ça. 3000, c'est ça. Et qu'après, ah mince, il faut changer, ça va créer un stress inutile à ce moment-là. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça fait partie du business plan. Hein. Ça fait partie du business plan de lister tous les outils et l'impact financier qu'il va y avoir. OK. Alors, maintenant qu'on a les outils, qu'on a quand même des rituels pour savoir comment gérer notre équipe et déjà les mettre dans une routine pour que si demain il y a une hypercroissance, hop, on a les mêmes routines et on sait comment analyser cette hypercroissance. Justement, pour l'analyser, comment on fait pour analyser une hypercroissance pour se dire, ah, OK, j'ai trouvé une nouvelle manière d'attirer des gens. Parce que l'hypercroissance, au final, si on vérifie bien, c'est que soit on a fait en sorte d'avoir la bonne stratégie pour la ramener, l'hypercroissance, soit elle vient d'une stratégie qu'on n'avait pas imaginée, comme une personne qui en a parlé, comme une personne qu'on n'avait pas ciblée auparavant. Donc, comment on fait pour analyser cette hypercroissance-là? Je donne un exemple. Actuellement, là, on a vu avec des séries Netflix qu'il y a de l'hypercroissance dans les heures de visionnage parce que, en fonction des tweets ou d'une communauté qui s'est réveillée dès qu'elle a vu une série particulière. Mais dans le cas d'une SaaS, si on voit qu'il y a un YouTuber qui en parle, mais qu'on n'avait pas étudié le fait de faire des YouTube ads, comment on fait maintenant pour se dire, ah tiens, maintenant c'est le moment d'en parler? Et comment on va faire en sorte de mettre une stratégie dessus? D'accord. Écoute, je commencerai par te parler d'abord de la mise en place d'indicateurs. Ce qui empêche beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants, de maîtriser, d'anticiper déjà les croissances et d'atteindre leurs objectifs, c'est qu'ils ne mettent pas en place
le suivi d'indicateurs. Tu as parlé de Netflix, tu as parlé des heures de vision. Mhm. Et pour chaque entreprise, dès les débuts d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qu'on fait après. Dès les débuts, on doit identifier des chiffres qu'on va pouvoir suivre dans le temps. C'est ça, des Et KPI. pardon? Des KPI, Des KPI, tout à fait. Et indices de si tu, performance. tout à fait. Et Voilà, les indicatifs de performance, si tu ne les définis pas clairement, mais tu veux suivre quoi en fait? Tu veux atteindre quoi? Tu ne sais même pas où tu en es. c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est des questions à se poser dès le début. Bon, qu'est-ce que je regarde? Nombre d'utilisateurs, nombre de personnes qui ouvrent les mails, nombre de personnes qui passent sur la page, combien de temps elles restent sur la page. Je regarde le nombre comment on appelle ça, je perds mes mots, le nombre de conversions. En tout cas, il faut en identifier. Moi, le conseil que je donne, c'est de ne pas en identifier beaucoup. Avoir 3 à 5 indicateurs suffit pour anticiper les croissances, pour identifier l'inverse, les phases de régression en termes de croissance, d'accord, de baisse de la croissance, de diminution. Et pour pouvoir, du coup, c'est à partir des chiffres qu'on prend des décisions. OK. Les décisions, qu'elles soient d'ordre organisationnel, structurel ou de financière, si je dois investir, elles doivent s'appuyer sur des faits. Et dans le business, les chiffres, ce sont les faits. Exactement. Data is king. Data is king. Là, actuellement, donc on parle beaucoup d'outils. Quels sont pour toi les outils qu'on devrait avoir avant l'hypercroissance qui vont nous permettre, donc que ce soit en email, que ce soit en vente, quels sont les outils que tu penses qui sont vraiment utiles pour préparer une hypercroissance? Avoir une plateforme d'emailing robuste, facile d'utilisation et personnalisable. Parce que c'est quand il va y avoir l'hypercroissance que là, on va devoir vraiment rendre un peu plus complexe la phase d'emailing. Ça peut être selon les modes de communication. Donc là, voilà, une plateforme d'emailing robuste, facile d'utilisation et avoir regardé aussi les coûts. Parce que selon les plateformes, dès que tu dépasses un certain nombre de contacts, les coûts ils sont exorbitants. Donc, dès le début, avoir choisi une plateforme qui a plutôt un bon rapport qualité-prix. Ensuite, un logiciel de gestion de projet qui correspond bien à toute l'équipe. D'accord. Tu as parlé de Asana. Oui, Chacun, du coup, adoptera celui avec lequel il sent le mieux. Voilà. Mais Asana, il y a Notion, il peut y avoir ClickUp. En tout cas, un outil. Il y en a, ils aiment Trello. Moi, je trouve que c'est plutôt Monday, limité. Monday aussi sont Euh, très bien. Monday, effectivement, tout à fait. Et favoriser un outil de gestion de projet qui a le plus c'est toi qui auras les meilleurs termes pour définir ça, mais le plus de connexions possible avec d'autres plateformes. OK. Le fait qu'on puisse utiliser une API pour pouvoir l'utiliser sur d'autres plateformes. Voilà, c'est ça, OK. exactement. Pour Comme, que, voilà, parce que, vas-y. comme on peut l'utiliser avec Zapier. Par exemple, Zapier nous permet de connecter plusieurs applications entre elles. Ouais, Le fait c'est qu'on ça. utilise Zapier avec Slack, qui est connecté à Mailchimp et qui est connecté à Asana, là, le fait que tout est connecté, bah, on gagne en productivité. Et dans le cas de l'hypercroissance, au final, on est bien. Parce que Ouais, on évite exactement. d'aller sur d'autres logiciels, tout est mis directement sur Slack pour avoir les notifications. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Là, je perds mes mots Tout à la à fait. Et du coup, tu as bien dit, la partie communication, c'est l'autre outil aussi qu'il va falloir bien préparer. Donc, on a dit l'emailing, la partie gestion de projet et communication. Choisir l'outil de communication et qu'il corresponde bien aux besoins de l'entreprise. Voilà, il y en a, ça va être Slack, mais il y en a, ils vont peut-être pouvoir préférer rester directement sur l'outil de gestion de projet et communiquer à travers l'outil de gestion de projet. Mais en général, je suis quand même partagé à me dire que
il nous faut un outil de communication pour les communications instantanées, rapides, et un autre pour partager des sujets plus profonds avec des documents qui n'a pas d'urgence, en tout cas. Voilà, dans l'entreprise, des fois, on a une utilité à envoyer une info que tout le monde doit savoir, avec un document avec, et là, ce sera plus pertinent de l'envoyer par mail. Mais pour les communications liées à l'opérationnel, un outil comme Slack est pertinent. Mais du coup, on peut en avoir deux. Mais il faut qu'on ait noté, c'est bien de noter quelque part, et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, c'est de créer un calepin des process, que ce soit dans Notion ou dans un autre outil, se créer sa bibliothèque de process. Pourquoi? Parce que les équipes vont bouger, qu'on le veuille ou pas, les équipes vont bouger. Et on ne doit pas capitaliser les informations sur une personne. Tout ce que c'est une personne doit être écrit quelque part. Si elle part, cette personne, la nouvelle a juste à consulter la bibliothèque et elle comprend comment ça fonctionne. C'est ça, c'est ça. C'est comme une documentation qu'on met, nous, les développeurs, lorsque on crée un projet. Exactement. Très, très, très bien. Franchement, le fait de pouvoir documenter ce qui a été fait avant, et c'est comme les backlogs au final. On se dit, OK, cette fonctionnalité-là, on l'a testée. Est-ce que ça fonctionne? Oui, non. Est-ce qu'on a des KPI qui nous montrent que ça fonctionne? Donc, est-ce que les indices sont bons ou ils sont mauvais? Et s'ils sont mauvais, donc, pas la peine d'en parler. On va mettre aussi un petit commentaire aussi. Il y a aussi une section commentaire où on dit, OK, en fait, cette fonctionnalité, on l'a testée, on a vu que finalement, ça ne passait pas. On passe à autre chose. Et ça évite aux nouvelles personnes de se dire, est-ce que cette fonctionnalité-là, elle serait bien? Non, vu qu'on l'a déjà testé, on a vu que ça ne fonctionnait pas. Et dans le cas de l'hypercroissance, c'est vrai que penser à ça, ça nous permet de nous dire, si on gère l'hypercroissance, on va pouvoir tester des nouvelles fonctionnalités, tester des process, voir où ça ne fonctionne pas et l'améliorer et expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. Depuis qu'on a ces traces-là, là, on est sûr et certain que dans le futur, on va s'améliorer et donc là, on va pouvoir scaler encore plus haut. En tout cas, est-ce que je veux rajouter quelque chose? Non, tu Bon. as bien résumé. Non, très très bien. Je suis très heureux en tout cas d'être venu aujourd'hui ici sur ta chaîne, Michael. Très content que tu sois venu. Franchement, ça fait plaisir. Là, donc, pour résumer, pour l'hypercroissance, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir des outils déjà de base avant qu'elle arrive pour qu'on puisse vraiment se dire, OK, si demain j'ai de l'hypercroissance, mes outils, ils seront capables de suivre. Il faut qu'on sache comment notre équipe fonctionne, avoir des bons process, un rituel dans notre équipe et aussi pour une organisation interne en tant que dirigeant de la société, il faut qu'on soit aussi capable de se dire, OK, si demain j'ai de l'hypercroissance, je serai prêt à mettre 1 heure ou 2 heures pour pouvoir se dire que j'ai besoin de prendre le temps d'analyser cette hypercroissance-là et aussi comprendre le pourquoi de l'hypercroissance, comprendre sur quel canal elle est arrivée et pourquoi. Est-ce que c'est une personne qui en a parlé ou est-ce que c'est un sujet qui est arrivé parce que c'est l'actualité? Donc, je pense que j'ai résumé. Dis-moi si j'ai oublié quelque chose. Non, non, tu as très bien. Oui, tu as peut-être parlé de la vision. Voilà. La D'abord vision. bien. Voilà. Et la vision, là où on veut emmener l'entreprise, sa raison d'être, ses missions, qu'on les écrive et qu'on s'y accroche. Parce que Voilà. dans les situations d'hypertension, on perd en lucidité, en fait. On OK. perd en lucidité. Et d'avoir écrit là où on veut aller permet de se raccrocher à quelque chose et de garder le cap. D'accord, oui. Voilà les valeurs aussi d'entreprise qui sont très Oui, importantes, qu'il ne faut pas oublier. Et c'est justement dans ces périodes-là que les valeurs vont être très, très, très importantes à respecter. tout à fait. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour dans cette vidéo. Alors, bon, c'était une première vidéo où on échange avec une personne et je suis content que ce soit avec Marwan parce que là, il a pu vous expliquer l'hypercroissance. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aurait plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à suivre directement la chaîne de Marwan qui sera en description. On se dit à la prochaine pour un contenu sur les SaaS et on se dit ciao. Merci. À bientôt. À bientôt.